Sylvie a tout résumé. Effectivement, la question qui m'avait été posée, c'était d'échanger, de voir avec vous et d'échanger sur la question est-ce que le digital crée est facteur de cohésion sociale à travers la petite expérience que j'ai avec les équipes en place au sein de cette association gestionnaire qui est l'ADAPI. Alors, juste quelques éléments de contexte pour parler de là où je travaille avec les personnes, avec l'équipe. Donc, l'ADAPI, c'est une association gestionnaire qui, comme dans les autres départements du territoire national, a vu le jour dans les années 60 avec comme mythe fondateur, si vous voulez, les parents d'enfants en situation de handicap qui n'ont aucune solution dans les années 60 et qui voient leurs enfants dans les hôpitaux, etc. Donc en fait, c'est une association gestionnaire parentale militante avec, au fur et à mesure des années, des créations d'établissements et de structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap, petits, moyens et personnes vieillissantes maintenant. Donc effectivement, on est aujourd'hui, entre guillemets, d'un point de vue sociologique, à la croisée des chemins entre le militantisme pur et dur et qui reste important, et la modernisation et le tout numérique et je dirais même les facteurs de mondialisation. Et c'est vrai que maintenant on parle davantage d'économie sociale et solidaire parce qu'on a quand même un budget important, des ressources en personnel importantes et on n'est pas les seuls du tout. Vous allez voir mon voisin de gauche, il est bien plus gros que moi. Donc on a 14... Non mais je veux dire, je me débrouillerai. Hein, il faut faire avec. Exactement, il faut qu'on reste fier de ce qu'on est. Hein. Alors, donc, une association qui certes est sur un modèle associatif, mais qui a un mode d'organisation plutôt comme une sorte d'entreprise, avec les bons et les mauvais côtés, parce qu'on reste quand même dans du social et de l'accompagnement, avec un siège administratif agréé, donc une quinzaine d'établissements et structures médico-sociales. On a comme chiffre clé, grosso modo, 500 personnes accompagnées, 250 professionnels et 350 familles ou adhérents tout court. Alors, quand je suis arrivée en poste à l'ADAPI Ardèche, une de mes premières questions, ça a été de savoir comment étaient organisés les systèmes d'information, non pas par grande expertise du sujet, peut-être par intérêt personnel, mais parce que j'ai rapidement compris lors de mes expériences professionnelles antérieures, je viens de l'administration, que à trop faire des fichiers chacun dans son coin, avec des points doc, etc., sans avoir de points de rassemblement, on travaillait beaucoup chacun dans son coin, sans croiser des informations et en étant totalement isolé. Et j'avais assez mal vécu cette période-là, de ce point de vue-là, dans mon passage dans l'administration. Et je me suis aperçue que même en changeant de modèle et d'environnement professionnel, il s'avérait qu'il n'y avait pas non plus de système organisé. Donc, j'avais la chance de connaître déjà un certain nombre de personnes antérieurement, dont Christian Vialon qui travaillait à Ressources sociales. Et je leur ai demandé de procéder à un diagnostic de notre système d'information dans son ensemble, dans son acception large. Et il s'est avéré que en ayant un processus d'audit flash assez simple en termes d'organisation, ils sont venus, ils ont rencontré des salariés, ils ont audité un certain nombre d'éléments techniques, mais pas que, parce que c'est vraiment le système d'information, donc le digital au sens très large, voire littéraire. Et on s'est aperçu qu'avec un tweet, il nous avait résumé, et je reste scotché parce qu'il a quand même réussi en un tweet à résumer la situation, c'est-à-dire un système d'information un peu anarchique qui atteint aujourd'hui ses limites et n'est pas en mesure de supporter la stratégie associative. Et si c'était que ça encore, c'était plutôt, comment dire, un diagnostic plutôt, j'allais dire gentil, mais derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a des gens, des salariés, et donc des personnes accompagnées qui sont en situation de stress quotidien,
Alors, c'est pas le stress qui fait du burn-out à tous les jours, sauf que c'est toujours embêtant de ne pas savoir où sont stockés ces fichiers, qui les lit, qui peut avoir accès aux informations. Certaines sont extrêmement importantes financièrement, certaines sont importantes parce qu'il y a une question de confidentialité des données, etc. Et derrière tout ça, il y avait une espèce d'insécurité globale. Et on le voit là sur un schéma, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce schéma-là, voilà une cartographie. On avait quand même ce qu'on avait identifié comme zone à risque, c'est pas moi qui l'ai fait, que notamment les chefs des services et les comptables étaient extrêmement insécurisés sur la question des systèmes d'information et du digital, parce que la machine faisait peur, et la machine technique, et ce qu'on y mettait dedans. Donc en fait, c'était pas du tout de la cohésion sociale au départ, c'était de la fragmentation sociale pure, parce que ça ne marchait pas. Et puis les précédents managers avaient une acception stricte en fait, du système d'information qui correspond, enfin c'est même pas strict, pour eux les systèmes d'information égale les ordinateurs. Et du coup, il y avait une ville, c'était comme, il y avait alors je pense à la ville parce que je pense au mot urbanisation derrière. Chacun avait son fichier, son serveur, son système, avec rien de liant, pas de pont, pas de passerelle. Alors on a des pistes de travail dans notre organisation, dans les 5 ans à venir. Vraiment tout se fait pas évidemment de manière immédiate. Il y a un changement culturel et un accompagnement indispensable. Il faut prendre son temps parce que d'abord le système d'information, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas forcément beaucoup de définitions alors que les systèmes d'information, on en a et on en utilise tous les jours. Et du coup, on a une sorte de catalogue gradué qu'on essaye de mettre petit à petit en place. La première des choses qu'on essaye de mettre en place pour l'instant et qu'on définit, c'est un schéma global. On renforce notre organigramme avec aussi les moyens qu'on a, qui n'ont pas été augmentés d'abord. Et puis, on essaye de se constituer une cagnotte pour reconfigurer le parc de serveurs et essayer un peu de ranger. Imaginez un peu notre système d'information comme une grande armoire normande avec plein de vêtements dedans, complètement rangés n'importe comment. Voilà. Donc, on veut toujours être bien habillé, à peu près, on n'a pas forcément toujours envie d'être super bien habillé, enfin, pour trouver déjà ses chaussettes, ça devient compliqué. Et en fait, on essaye de reconfigurer le parc en ayant un peu cette idée-là. Instituer la fonction d'une direction ou d'un responsable de système d'information et dresser une carte de l'existant pour élaborer une proposition de feuille de route à court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus prioritaire, qu'est-ce qui est source d'insécurité en termes de données digitales et qu'est-ce qui est le plus stressant pour les équipes, et puis répondre petit à petit en ayant un mode projet. Sensibiliser à la protection des données personnelles, ça a été quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que les données personnelles dans notre, alors je dis notre travail, c'est ce qui fait le cœur du réacteur de tout l'accompagnement des personnes en situation vulnérable. On a à croiser des informations extrêmement confidentielles sur leur situation et que à travers un dossier unique, on appelle un dossier unique usager, personnel, comme on veut, on a des règles à partager de confidentialité qui sont extrêmement importantes et qu'il faut qu'on ait en tête dans nos pratiques et dans notre culture. C'est pas forcément évident. Et puis évidemment, mobiliser les instances représentatives du personnel et nos autorités de contrôle parce que les autorités de tarification, les financeurs ne se rendent peut-être pas forcément compte que l'organisation des informations est indispensable et c'est vraiment facteur de fragmentation si jamais on s'en occupe pas. Et enfin, à la fin, on essaiera d'avoir un super plan de communication et un schéma directeur, mais ça sera quand on sera vraiment des grands, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a quand même l'idée de progresser là-dessus. Alors, le digital créateur de cohésion sociale, alors j'ai envie de dire oui, parce que du coup, grâce à cet audit, au fait de réfléchir ensemble et de continuer un petit peu à, pardonnez-moi l'expression, mais un peu à galérer avec notre système qui est un peu vieillissant, voire vieillot,
on a des attaques de virus, on a des sauvegardes qui ne fonctionnent pas, on a à externaliser des serveurs parce que sinon, si le site de la DAPI Ardèche brûle, tout brûle et toutes les informations aussi. Bref, ça nous occupe. Donc c'est un peu un facteur de cohésion sociale à partir du moment où on se dit qu'on va progresser ensemble, oui. Mais il y a quand même des conditions, et c'est des conditions qui à mon avis, sont indispensables. Ça marche parce que le digital, ça interfère, c'est modeste, hein, mais ça interfère et interagit partout. On ne peut pas y échapper. Et on ne peut plus dire aujourd'hui, oh non, moi l'informatique, j'aime pas, ou les systèmes d'information, j'aime pas, ou tout le monde a un téléphone, tout le monde a... Voilà. On ne peut plus dire que ça ne peut plus nous concerner. Et effectivement, l'exemple du dossier unique de l'usager, c'est un terreau de réflexion pour le travail social et les conjonctions de métiers, parce que ça formalise et ça permet d'avoir une interdisciplinarité dans les équipes et dans les établissements. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui va pas de soi. Les infirmières parlent pas forcément naturellement, j'allais dire, et de manière hyper automatique avec l'éducateur spécialisé. Et voilà, je vois que ça opine du chef, donc je suppose que ça parle un peu. Et le système d'information commun et le partage commun d'informations, ça aide en fait à parler de la personne concernée, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille. Alors évidemment, on a plein d'infos, trop, donc on n'est pas... l'outil en termes de digital ne régule pas le nombre d'informations à ingurgiter et à traiter, mais ça permet quand même de s'organiser. Voilà, je faisais la comparaison avec une meilleure digestion. La condition sine qua non, à mon sens, c'est que si le digital et le développement et le déploiement, je dirais, d'une stratégie, elle doit être impérativement contrôlée, parce que sinon on reproduit de l'anarchie tout le temps. Et en plus, ça coûte très cher. Quand on n'est pas organisé, ça peut coûter très cher. Vous avez des boîtes à tous les coins de rue qui vont vous solliciter parce qu'ils ont la solution. Donc ça n'existe pas. Le système d'information n'existe pas. Enfin, parfait, n'existe pas. Et il faut vraiment, d'un point de vue managérial, que ce soit poussé, piloté sereinement, mais constamment. Sinon, ça risque de fracturer, plus que de rendre cohérent. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on fait. C'est peut-être le risque le plus important. C'est pas une question de moyens, je ne pense pas. C'est pas une question de taille. Et c'est pas une question même de valeur, je dirais, associative et politique. C'est, à mon avis, juste une question de prise de conscience comme étant un nouveau langage. Voilà. En tout cas, ça peut marcher. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, je trouve que ce témoignage est particulièrement intéressant parce qu'on parle d'une situation, déjà pour la première raison, c'est qu'on parle de système d'information et non pas de site internet, etc. Donc on est plutôt dans les couches basses du travail quotidien de tout le monde, puisqu'on parle de fichiers Word, Excel, rangés dans des serveurs. Et la deuxième chose, c'est que finalement, si c'est pas, s'il n'y a pas une certaine stratégie ou un certain pilotage de tout cela, ça crée l'inverse de ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je trouve ce témoignage, merci beaucoup Élise pour ce témoignage, parce que c'était le côté aussi de ne pas être des bisounours du digital et de comprendre aussi que le digital, c'est pas que le sommet de l'iceberg avec l'internet, c'est bien évidemment le travail quotidien. C'est ce témoignage-là qu'on va poursuivre avec Philippe. Merci encore Élise pour ce témoignage important. Philippe qui va nous parler, alors je sais qu'il y a des gros mots dans les associations type productivité, etc. Donc on va parler de gain de temps grâce au digital. Je te laisse la parole Philippe. Oui, merci. Effectivement, le titre est volontairement provocateur avec le terme de performance. C'était aussi parce qu'à 2h30, on postulait que vous pourriez être en hypo ou en hyper, je ne sais plus l'histoire là ce qu'on est, mais comme ça, c'était l'idée de vous tenir réveillé. Oui, ça peut paraître un peu paradoxal de parler de performance dans une organisation médico-sociale, néanmoins, je vais essayer de vous convaincre que ça peut ne pas être un gros mot. Alors, en quelques mots, la Fondation OVE, ce sont 72 établissements et services
3000 personnes accueillies, accompagnées et un tout petit peu plus de 1000 salariés en raisonnant en équivalent temps plein. Ça, c'est les quelques chiffres nous caractérisant. C'est ce qui fait que je fais du gras, effectivement, mais c'est aussi l'avantage. Et puis surtout, ce qui est plus important, ce sont les valeurs qui nous animent, des valeurs qui sont fondées sur le refus de l'exclusion. Ça a commencé par l'accompagnement des enfants qui étaient les enfants d'orphelins de guerre ou fils et filles de déportés tout de suite après la guerre, à la naissance de l'association, à l'époque OVE. Ça a continué par l'accompagnement des enfants dans les aériums, puis des adultes en situation de handicap, et maintenant toutes les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité. Je rencontrais mardi une personne qui est intervenue ce matin, je crois, autour de la question de l'accueil des réfugiés, donc qui est une directrice d'une association qui traite cette thématique-là. Donc vraiment, cette question des valeurs qui nous portent, c'est pour moi important de vous le signaler avant de démarrer, parce qu'après je vais dire plein de gros mots managériaux, économiques et je ne sais quoi. Non, cet après-midi, on n'a pas le droit aux gros mots, parce qu'on a fait un code, en fait, avec monsieur, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas compris tout ce qu'on avait dit ce matin, donc dès qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, il lève le doigt, et moi je dois traduire. Voilà, très bien. Alors, simplement insister sur quelques idées clés dans la mise en œuvre d'un système d'information et du digital. Le témoignage d'Élise, j'aurais pu faire le même il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, M. Véron, c'est ça, quand on a mis tout ça en place. Donc c'est vrai qu'on a avancé depuis 15 ans, et c'est le fruit de ce cheminement sur lequel je voulais témoigner ce matin. Le premier élément qui me paraît important de vous signaler, c'est que c'est d'abord, et Élise l'a dit, une démarche managériale. Avant d'être un machin technique, le choix de tel ou tel outil, ou le choix de tel ou tel logiciel, ou je ne sais trop quoi, c'est d'abord, pour nous, ça a d'abord été un choix, une démarche managériale qui s'est appuyée en particulier sur l'encadrement de proximité. Si j'avais un seul tout petit conseil à vous proposer cet après-midi, c'est que dans une position de direction, c'est compliqué de mettre en place une stratégie autour du digital si on n'a pas l'appui de l'encadrement de proximité, de l'encadrement intermédiaire. Tu l'as dit dans ton diagnostic flash, et je confirme que c'est quelque chose pour nous qui a été très important. Ça a d'abord été de passer par les directeurs, les chefs de service, pour vérifier que tout le monde s'appropriait bien les enjeux avant de développer, d'avoir une stratégie de développement au sein de l'ensemble des salariés de la Fondation. Le deuxième point, c'est que nous avons, le deuxième et le troisième, les personnes ressources informatiques et le cercle des utilisateurs, c'est attirer votre attention là aussi sur le fait que pour nous, le digital, ça n'est pas une histoire de spécialistes et une histoire de technique, mais c'est d'abord au service du cœur de métier. Et que la partie technique, on la sous-traite, parce qu'il faut être ingénieur informatique ou technicien informatique pour entretenir les serveurs, etc., ou même pour nous aider à penser l'avenir. Mais par contre, au quotidien, les personnes ressources informatiques, ce sont des personnes qui ont une fonction de formateur dans l'établissement, de facilitateur, de passeur des messages, parce que ce qui va galérer, c'est pas les éléments stratégiques, c'est pas le choix du logiciel, mais comme tu l'as très bien dit, c'est la secrétaire qui a dû passer à l'informatique, elle était au papier et à la machine à écrire, et qui ne savait pas se servir de la souris. Je vous raconte juste une anecdote, je me lève, j'ai le droit de me lever. Au téléphone un jour, le secrétaire me téléphone parce que son ordinateur ne marchait pas. J'ai passé 3/4 d'heure à essayer de comprendre. En fait, elle avait pris la souris et puis elle cliquait en face de l'écran. Comme ça, et elle essayait d'avancer avec sa souris, elle disait votre souris elle ne marchait pas, je ne sais pas faire. Donc les personnes ressources informatiques, c'est ça, c'est des gens qui sont des passeurs de savoir, parce qu'on a accompagné des salariés qui ne sont pas nés avec l'informatique, et ça c'est pour nous très important. Et puis un cercle des utilisateurs, il n'y a pas ceux qui pensent et ceux qui agissent, ou ceux qui exécutent, mais il y a bien des remontées terrain qui nous permettent, nous, d'adapter nos outils et d'être au plus près des besoins du terrain. Là encore, c'est l'idée que le digital, le système d'information, c'est bien aussi au service du cœur de métier. Deuxième slide, un autre élément, alors là, qui est plus avec une casquette gestionnaire. Nous avons fait le choix, et c'est le témoignage que je voulais apporter, on a postulé et on a maintenant, tout
tout à l'heure, dans le titre, vous indiquiez quels résultats. Donc là, on a suffisamment... les 35 heures, c'était en 2000, hein, donc on a du recul. On a fait le choix des gains de productivité. Au sens, le système d'information nous a permis, je ne sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, les 35 heures, ça ne vous parle peut-être pas, mais en fait, moins 10% de temps de travail, mais pas plus 10% de moyens financiers supplémentaires. Donc il fallait bien trouver des gains de productivité, et nous avons postulé que nous ne remplacerions aucun poste sur la partie administrative, sur la partie technique, et qu'on allait investir dans le système d'information. Et ça nous a permis d'optimiser nos moyens, et le fait d'investir dans des moyens techniques et de gagner en productivité sur tout le back-office, ça nous a permis d'investir sur le cœur de métier. Il y a eu, grâce à l'investissement que nous avons fait sur le système d'information à ce moment-là, je vous passe toute la partie formation qui est aussi de l'investissement, hein, c'est important, mais l'investissement technique matériel que nous avons mis au service du système d'information à ce moment-là, et non pas au service des moyens humains, ça nous a permis de le mettre au profit de moyens humains cœur de métier. On a eu plus d'éducateurs, plus de psychologues, plus de rééducateurs après les 35 heures qu'avant les 35 heures. Parce qu'on a misé sur le système d'information. Donc en cela, oui, c'est un gain de productivité. Et dans l'environnement contraint qui est le nôtre, hein, on est sous financement sécurité sociale, vous connaissez l'état du trou de la sécurité sociale, on a ce travail à faire, en tout cas à la place que j'occupe. Après, deux slides rapides sur des témoignages. C'est quoi les résultats? Ça, c'est le portail d'entrée que tout salarié à la fondation découvre le matin quand il ouvre son ordinateur. On a à peu près 800 postes, et tous les utilisateurs nomades, tous nos éducateurs qui sont dans des services, qui se baladent dans la ville de Lyon, dans la métropole, qui vont sur le terrain accompagner des enfants, des adolescents, des adultes en situation de handicap, ils ont ça. Qui est le tableau d'outils. Hein, je veux vous en citer quelques-uns, mais là on a un élément de communication, une phrase, c'est un nom, je ne sais plus, mais ça va être un gros mot, donc je vais vite l'oublier, mais en tout cas une phrase de communication sur des éléments que l'on souhaite donner. Vous avez, vous savez, ce cahier qui est souvent perdu, ce cahier quand on trace ce qui se passe au quotidien. Tel jour à telle heure il s'est passé telle chose, le veilleur de nuit qui dit l'enfant Tartampion cette nuit, parce qu'on a des internats, l'enfant Tartampion cette nuit il a complètement pété les plombs, etc. C'est devenu un cahier informatique. Et là aussi, effet induit des modalités, des outils métiers, système d'information, c'est que cet outil-là, sans que nous on l'ait demandé, les éducateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils le regardent avant de venir au boulot. Ils se lèvent le matin, avant de venir au boulot, il y a carte juste info, comme ça ils savent ce qui s'est passé la nuit. Le cahier n'est pas perdu, on n'écrit pas n'importe quoi. Quand on est sur l'informatique, on sait que ça reste pareil sur un cahier. Vous allez me dire, sauf sur un cahier, on se lâche un peu, Tartampion, qu'est-ce qui gonfle? On n'écrira jamais un truc comme ça sur un portail professionnel. Donc on a des outils, donc je vous cite celui-là, je pourrais vous en citer d'autres. On peut faire remonter des tickets informatiques quand ça ne fonctionne pas, et du coup on ne perd pas de temps, on a une traçabilité des remontées de tickets informatiques, on a le dossier de la personne accompagnée qui est numérisé, qui est agréé CNIL. Donc vous voyez, c'est vraiment un tableau de bord qui est très opérationnel, et l'effet système d'information, c'est bien celui-là. Et puis alors, là c'est plus récent, et là on est des tout petits poussets, parce j'ai pas de stratégie de communication à vous proposer, j'ai simplement à témoigner qu'on a acheté 8 bouteilles dans l'océan de YouTube, qui sont 8 vidéos dont un certain nombre, vous les retrouverez. Si vous tapez Fondation OVE sur YouTube, dans l'océan YouTube, vous allez retrouver nos 8 vidéos. On fait le buzz, hein. Vous allez voir, c'est marqué là, 101 vues, 121 vues, mais 106 vues. Ça cartonne. Hein, on fait le buzz, hein. Donc c'est aussi pour ça que vous allez tous, vous avez sûrement des moteurs automatiques qui font que ça marche. N'hésitez surtout pas. Au-delà de la blague, on a 3 films, je ne vais pas vous les commenter, mais ils sont, là aussi, c'est l'esprit du partage sur lequel reviendra Christian Vialon dans le cadre du GSM Ressourcial. L'idée, c'est une fondation, c'est une organisation à but non lucratif. Donc on n'est pas là pour que nos actionnaires gagnent plus d'argent. On est là pour capitaliser et pour mettre au service.
Ces 3 films-là, vous pouvez vous en servir, ils sont sur YouTube. Si ça vous est utile, allez-y. Les 3 premiers, c'est nous. Le 4e, c'est pas nous. Je l'ai précisé, même si peut-être qu'on aimerait bien embaucher cette dame, j'en sais rien. Mais en tout cas, le 4e, c'est pas nous. C'est que les 3 premiers, et vous en avez d'autres. Il y a notamment une vidéo du président sur l'accueil des réfugiés et une vidéo témoignage de parents. Je ne les ai pas mis, mais si vous tapez Fondation, vous trouverez nos 8 films qui sont partis dans la bouteille et la mer. Et là, on est des tout petits poussets. Merci Philippe pour ce témoignage. Je précise que GDR, ça veut dire gestion des risques, je crois. Oui. EIG, c'est Événement indésirable grave. événement indésirable grave. C'est quand il y a des enfants qui jettent des chaises sur les adultes. Enfin, Par c'est un exemple. exemple parmi d'autres. J'avais été très impressionné par un outil que vous aviez développé à l'OVE. C'était un truc tout simple et je fais la transition avec Monsieur Vialon. C'était tout simplement le matin à 9 h, quand les enfants arrivent, ça déclare le nombre d'absents pour préparer le bon nombre de repas à midi. Et c'est marrant parce que j'ai vu dans les Échos ou dans je ne sais pas quel journal il y a 2 jours, quelqu'un qui disait waouh, on a développé un super truc, et il disait que c'était ça. Et moi je me souviens de toi, Christian, quand je crois une des premières fois où on s'est rencontrés, c'était un outil que tu avais développé, je crois que c'était Il y a longtemps. en 2002, 3, 4, je ne sais pas exactement, mais il y a bien longtemps. Comme quoi, c'est pas ceux qui en disent le plus qui en... Non, C'est je sais pas, sûr. il y a un slogan là-dessus. Christian, je te laisse la parole au nom de Ressourcial pour faire ton retour d'expérience. Oui, ben, le retour d'expérience, en fait, il est fait. Moi, je vais essayer un petit peu de préciser qui on est, et puis bon, c'est un bout de synthèse peut-être. Ben, notre objet, nous, c'est d'accompagner justement le changement induit par le numérique dans les structures médico-sociales. Vous avez eu 2 présentations. Ressourcial, qu'est-ce que c'est? On fonctionne sous la forme juridique d'un groupement social de moyens, et on est une association loi de 1901. C'est ce que j'appelle un modèle vertueux de l'économie sociale, en ce sens que chacun de nos membres contribue à raison de ce qu'il a consommé. Donc il n'y a pas de notion de marge bénéficiaire. En contrepartie, il n'y a pas d'assujettissement à la TVA, donc c'est un élément plutôt intéressant. On a aujourd'hui 50 associations adhérentes, représentant à 50 environ 35 000 salariés et 150 000 places gérées. Et on existe depuis relativement peu, puisque c'est 2013. Alors le numérique, transition ou révolution, nous on considère que le changement induit par le numérique appelle beaucoup plus que des adaptations, parce que c'est un changement qui entre en résonance avec d'autres changements qui parcourent notre société. Les changements sociétaux d'abord, la demande des personnes que l'on accompagne de voir leur situation prise en compte à titre individuel, et ça c'est un élément relativement nouveau, en tout cas à l'échelle du secteur dans lequel nous travaillons. Des changements économiques, Philippe Mortel en a parlé, c'est la contraction des moyens, et puis également des changements politiques, ce qui s'appelle en termes politiques le New Public Management, la nouvelle gestion publique, en gros, qui a, pour faire très vite, introduit l'idée du contrat. Donc, on est dans un engagement de type contractuel par rapport aux personnes que l'on accueille ou qu'on accompagne. Et ces changements-là, évidemment, ils sont présents aussi dans la transition numérique. Pour caractériser très rapidement ce secteur, c'est un secteur important, puisqu'il accompagne 4 millions de personnes fragiles, avec 900 000 professionnels, une grande diversité de métiers. Je citais 14 diplômes, mais ça fait au total plus de 105 professions. La DGCS, la Direction de la Cohésion Sociale, c'est pas exactement à 10 près combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et une grande atomisation, 36 000 établissements et services et 3 000 organismes gestionnaires qui sont des associations. Alors, qu'est-ce qui est impacté à partir de là, dans ce secteur? J'ai listé 4 points principaux. C'est la stratégie des organisations. Mes 2 collègues l'ont bien souligné. On n'est pas dans des approches de caractère technique, mais
de caractère stratégique et pour que le système d'information supporte la stratégie, il faut bien sûr qu'il y ait une stratégie. C'est le rapport avec les personnes accueillies, je l'ai un peu évoqué, la nécessité et le besoin pour chacun de voir prise en compte sa situation personnelle. C'est le management, la gestion des personnes, ce sont les ressources humaines. Quelles sont les mutations que l'on a listées? C'est considéré, et Élise Laurent le disait bien, que dans nos métiers, l'information, c'est la matière première. C'est la matière première, donc on va considérer la manière dont elle est produite, on va considérer la quantité d'informations, on va considérer la protection parce qu'on gère des données extrêmement sensibles et extrêmement confidentielles. Et la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé vient encore de renforcer cela. Aujourd'hui, toutes les informations produites dans les métiers du social sont assimilées à des données de santé. Donc ça a un sens extrêmement fort. La conservation de cette information et puis le niveau d'exigence quant à l'accès. Et le deuxième type de mutation, alors c'est peut-être un gros mot, mais là je reprends l'appellation d'un anthropologue qui vient de disparaître et qui s'appelait Jacques Goudy, qui est un Anglais, mais il considérait, lui, que l'écriture était, il appelait l'écriture une technologie de l'intellect. Et moi je considère que le numérique, c'est une nouvelle technologie de l'intellect, c'est-à-dire que la configuration de notre approche, notre configuration mentale a changé avec le numérique. Donc les outils ont changé, notre configuration mentale est en train de changer et d'évoluer, et les compétences qui sont nécessaires à son utilisation aussi. Alors, nos acteurs, comment ils réagissent? Vous avez eu quelques exemples, je vais aller vite parce qu'on est près de la fin, mais ils sont très préoccupés, bien sûr, mais ils sont quelquefois très découragés devant l'ampleur de la tâche. Il y a un certain nombre de mythes aussi qui traversent le secteur social. Parmi ces mythes, le numérique, c'est de l'écrit, mais nous, on est de tradition orale. Tradition orale, je ne vois pas très bien à quoi ça peut correspondre. Et puis, il y a un second mythe qui est celui des générations, c'est-à-dire qu'on va attendre que les professionnels anciens soient partis, et la génération Y, elle va s'emparer de ces technologies. Elle ne s'en emparera pas davantage parce qu'on sait bien, peut-être un peu davantage dans l'accès, mais on sait bien que la capacité à utiliser les outils, elle se distribue à peu près exactement de ce qu'elle se distribuait dans les autres générations. Des organisations en silo. Par où on commence, c'est la question qu'il se pose. Et puis la tentation, toujours, c'est d'aborder cette question par l'outil. Donc je vais dégager un budget et je vais m'équiper, je vais acheter des logiciels. Et puis généralement, ces logiciels, ils restent sur l'étagère. Avec donc des points durs, hein, une gestion des emplois et des compétences qui est seulement émergente, des moyens budgétaires de plus en plus contraints. Point dur aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que le numérique, alors là aussi c'est un mot un peu compliqué, mais des intermédiations, le numérique va permettre et doit permettre aux personnes en situation de difficulté d'intervenir directement pour gérer leur propre situation. Et cette désintermédiation, elle est vécue comme une menace par les travailleurs sociaux qui disent mais si la personne est en capacité, par exemple, de pouvoir choisir sur Internet l'établissement dans lequel elle veut aller, qu'est-ce qu'on devient? À quoi on sert? Parce que nous, on sait ce qui est bon pour elle, mais si on n'est plus là, voilà. Une offre logicielle qui est peu agile, parce que malgré tout, c'est un secteur qui économiquement intéresse peu les éditeurs. Et puis comprendre que, encore une fois, ça n'est pas l'affaire des seuls informaticiens. Quelques facteurs clés de succès, et puis je vais terminer par des perspectives, c'est que ce retard, qui est un retard, Élise le soulignait, important hein, par rapport au monde économique et par rapport à notre milieu de référence qui est le secteur sanitaire. Mais partir de zéro, ça n'a pas que des inconvénients. Ça peut permettre de bénéficier de l'expérience des autres, utiliser des éléments tels que le cloud.
réfléchir sur ce phénomène des big data pour le transformer en smart data, en données intelligentes, et puis un gros chantier dans notre secteur qui est le chantier de l'information décisionnelle. À partir de là, nous, on a ce qu'on a voulu, on ne vend rien, hein. On est une association sans but lucratif et on partage en considérant que l'information, c'est un bien commun et c'est un bien qu'il n'appartient pas de laisser les éditeurs s'en emparer. Partager aussi des retours d'expérience, partager des outils, partager des compétences, développer une littératie numérique, mais c'est en lien avec justement cette évolution de la technologie de l'intellect, et puis susciter des réflexions sur les usages, parce que les deux intervenants précédents ont bien montré que ce qui était en cause, c'est s'intéresser aux pratiques, aux usages des personnes accompagnées, aux usages des professionnels, pour pouvoir commencer à bâtir quelque chose. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Merci Christian, merci à tous et à toutes. On n'aura malheureusement pas le temps pour les questions, sauf s'il y en a une d'urgente. Alors, oh, il y en a deux d'urgentes. On les prend, chef du temps? Allez, très court s'il vous plaît. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Morel, Monsieur Vialon. Moi, je travaille dans une fondation internationale et je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de changer tout cela, sachant que maintenant, ce sont les citoyens, les individus, les patients qui veulent avoir leur dossier avec leurs données. Regardez le problème des réfugiés. On a des femmes syriennes qui arrivent enceintes, on n'a aucun dossier médical, on n'a rien, mais on l'aurait même en arabe déjà. Elles pourraient nous dire, je vous donne accès à mon dossier médical, même s'il est en arabe, on sait traduire. Tandis que là, on n'a rien du tout. Donc est-ce qu'on n'est pas déjà à une étape différente que les organisations n'ont pas pris en compte encore, de se dire qu'en fait, c'est chaque citoyen, chaque futur patient qui devrait avoir un coffre-fort numérique dans lequel il a ses données de santé, mais aussi son passeport, ses papiers d'identité. J'ai rien de plus à dire. On est complètement en phase avec cette approche et c'est cet aspect-là auquel il s'agit d'acculturer pour nous nos organisations, parce que effectivement le monde a complètement changé de ce point de vue, du point de vue de cette exigence. Vous avez tout à fait raison. Tant pis si on alourdit, mais 10 secondes, pas plus. On est même dans une logique d'asymétrie d'information, c'est-à-dire qu'on a changé la logique. Avant, les professionnels, ils savaient et ils recevaient des personnes qui étaient malades, qui étaient handicapées et qu'on allait accompagner. Le net a changé ça. Maintenant, on reçoit dans nos bureaux des gens qui en savent plus que nous. J'avais dans mon bureau, il n'y a pas très longtemps, une maman dont la gamine est atteinte d'un syndrome de Sanfilippo. Ça fait 8 ans qu'elle se coltine sa gamine avec un syndrome de Sanfilippo. Elle en savait des tonnes par rapport à moi. L'asymétrie d'information, elle a changé. Les parents, les personnes, le net a changé ça. Bonjour, moi j'avais une question. Je travaille pour une association de solidarité internationale qui est basée au Sénégal et il y a plusieurs antennes aussi dans plusieurs régions en France et en Suisse. Et on a un gros problème aussi de partage de l'information. Et je voulais savoir ce que vous en pensez des logiciels libres, notamment Sigma, si c'était un bon outil. Parce que vous avez parlé beaucoup de la stratégie, mais vraiment l'outil. Oui. Considérer l'affirmation que j'ai faite, comme quoi l'information c'était un bien commun et que ça ne se déléguait pas au secteur marchand, c'est vous répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que Philippe Mortel a montré tout à l'heure, c'est open source, c'est partageable et c'est la philosophie sur laquelle on travaille. Merci beaucoup pour votre